maintenant, je vous invite à visualiser ma troisième vidéo sur l'herpétophane. Merci de m'accompagner, c'est trop gentil d'être resté avec moi, merci. Les reptiles du Costa Rica. Cette troisième vidéo, vous allez découvrir les serpents, aussi les iguanes, les crocodiles du Costa Rica, également que les tortues. Donc, faites attention et puis j'espère que vous allez aimer. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Sachez que nos reptiles datent d'il y a très très longtemps, que nous avons plusieurs groupes chez nous, que notre diversité est très riche. On a des crocodiles, des tortues, des serpents, des iguanes, comme je vous ai déjà dit. Et puis, il y a des choses très, très intéressantes quand il s'agit de la diversité des animaux, surtout des reptiles de notre pays. Il y a des reptiles comme les serpents qui ont la langue bifurquée. Ceci va permettre les transports des particules lourdes à l'organe des Jacobson, justement dans ce qu'on connaît chez nous, l'Homo sapiens comme les palais. C'est pourquoi les serpents ils vont utiliser ceci justement pour pour pouvoir sentir tout ce qui est autour. Et il y a des choses très intéressantes aussi chez les crocodiles de chez nous. Ça arrive aussi avec d'autres reptiles. Le fait de ne pas avoir des chromosomes X ou Y qui détermine les sexes chez les Homo sapiens, chez les reptiles, c'est pas pareil. Et donc, ce sera la chaleur qui va déterminer si c'est femelle ou si c'est mâle. Mais n'oublions pas qu'en ce qui concerne notre diversité, comme j'avais déjà dit, nous avons 231 espèces de reptiles, dont 19 sont endémiques. Moi, je parlerai tout en premier des serpents, car nous recensons 162 espèces différentes des serpents chez nous, dont seulement 23 sont venimeuses. Donc, quand les gens disent ça, non, j'ai pas envie d'aller au Costa Rica parce qu'il y a des serpents toxiques. D'abord, c'est très rare qu'on se fasse attaquer par des serpents si l'on si l'on est bien, si l'on respecte la nature, on ne se fera jamais attaquer en tout cas. Et puis, nous avons d'autres espèces aussi intéressantes. Nous avons plusieurs tortues qui viennent pondre chez nous. Nous avons des caïmans, des crocodiles et des iguanes, telles que l'iguane Jésus-Christ, dont je vous parlerai par la suite. Oui, il faut pas avoir peur lorsqu'on parle des serpents au Costa Rica, dans le sens où c'est seulement les 15% de la population des serpents, et c'est très rare qu'il y ait des accidents. Si on respecte la nature va nous respecter. Si on ne fait pas peur à la nature, on ne la menace pas, elle ne va pas nous menacer. Ça, c'est très important de voir. Et en effet, il y a que 800 morsures par année au Costa Rica, dont seulement 3 finissent en décès. Ça, c'est aussi grâce aux scientifiques du Costa Rica qui ont créé l'antivénin et on a aussi des excellents médecins qui vont tout faire pour sauver les personnes. Les personnes qui sont plutôt en contact avec ces animaux, c'est les gens qui travaillent dans l'agriculture, dans les champs de bananes, dans les piñeras, donc la production d'ananas. On a également ceux qui travaillent dans justement le café. Puis, rentrons dans les vifs du sujet. Je vais vous parler principalement des serpents venimeuses en premier, mais il y a aussi des serpents venimeuses dont je vous ai déjà parlé. Les serpents toxiques de notre pays peuvent se classer dans le groupe Elapidés, comme les serpents corail, ou celui-ci, ce qui est les serpents de mer. On a même une espèce endémique de jeune du Costa Rica récemment découverte. Et puis on a d'autres espèces assez dangereuses, telles que le fer de lance, dont je parlerai après. Puis, voilà, donc je vais commencer avec Hydropis platus. C'est un serpent de la famille Pelamidés, ou serpent marin. Il est appelé comme ça parce que c'est une espèce marine qui vit en pleine mer et qui va très 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 rarement sur la côte. Donc c'est un serpent qui apprécie les objets flottants. Donc des fois on le voit parce qu'il s'approche des objets flottants dans la mer. Et puis c'est très rare qu'on les croise dans la nature en tout cas. Et il faut jamais les toucher, car c'est un espèce très toxique pour l'homme. Et c'est un serpent qui peut mesurer 1 mètre, justement. Puis nous avons les vipères à cils, l'un de mes serpents préférés, très toxique. Et également, on les connaît comme les Botrytis schlegeli, grâce à son nom scientifique. C'est un serpent qui est appelé en espagnol bocaraquin chez nous. Donc, si vous avez lu les livres des Cocoli,
il parle justement de ces grands serpents. Donc, même dans notre conte d'enfance, on les connaît déjà. Euh, on peut trouver ces serpents, je vous ai mis deux photos pour vous montrer à quel point on peut trouver dans des différentes couleurs. Et il s'agit d'un petit serpent d'une taille moyenne, entre 50 et 70 cm, de fois 80 cm, qui est assez beau, qui est assez joli. Il est plutôt nocturne, donc c'est pendant la nuit qu'il va se nourrir principalement des lézards, des chauves-souris. Il est très 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 rapide, en fait. Il a la queue pensile, il peut se prendre sur les branches et puis s'élancer au-dessus. Donc il faut faire très attention lorsqu'on fait des photos de ces serpents, parce que des fois ils ont l'air tout petits, mais ils peuvent vraiment s'élancer très loin. Donc faire attention. Puis nous avons les crotales tropicales ou les crotales cascabelles. Il y en a, on peut dire, une quarantaine d'espèces du genre crotal, Crotalus. Celui-ci, c'est les Crotalosimus. Et on les appelle les serpents à sonnette en français. Donc, que ce soit crotal, les gens, quand on parle du nom commun, bah, il faut dire que c'est un serpent à sonnette, justement à cause, en raison de leur bruiteur, qui s'appelle cascabel en espagnol, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi en français. Et c'est un serpent avec des très grandes écailles. Chez nous, on peut l'identifier grâce aux deux lignes, les écailles qui vont tout au bord, et puis sa tête triangulaire. Également, on peut aussi dire que c'est un serpent qui va utiliser justement ses crotales, ses sonnettes, pour faire peur aux autres serpents ou aux autres animaux, justement, lui, il est plutôt sourd, mais comme ça, il peut faire fuir des animaux. Et des fois, c'est aussi pour attirer des proies, hein. Donc, il s'agit d'un serpent assez intelligent. C'est des serpents qui ont un venin hémotoxique, c'est-à-dire qui sont un venin qui va détruire peu à peu les cellules de sang et les tissus justement alentour, donc ce qui va différencier les neurotoxines, par exemple, de Cobra, en tout cas. Et, et ces serpents est génial. Donc, on les trouve principalement à Guanacaste. Ils vivent vraiment aussi plutôt au nord, dans les terres plutôt sèches, dans la forêt sèche, c'est là où on les trouve. Moi, nous parlons Dans la forêt tropicale, d'une espèce très très rare. Alors, je vous partage cette petite vidéo qui va vous apprendre par rapport au vipère de Bushmaster, euh, qui est aussi l'un des serpents les plus appréciés des scientifiques, des biologistes, mais aussi des photographes, les plus grands que nous savons en Amérique. Voilà. du Costa Rica vit un chasseur dépourvu d'aile. Donc, je vais essayer justement. Tac, tac. Dans la forêt tropicale du Costa Rica vit un chasseur dépourvu d'ailes ou de pattes qui affectionne les enchevêtrements de végétation. Quasiment invisible parmi les feuilles, ce tueur attend, immobile. C'est le Bushmaster, le plus imposant des vipéridés et l'un des plus venimeux de la planète. Cette femelle n'a pas choisi l'endroit par hasard. La langue lui permet de détecter les odeurs laissées par les rongeurs de passage. La femelle fera le guet aussi longtemps qu'il faudra. Elle finit enfin par capter d'infimes vibrations. La fossette, de chaque côté de la tête, localise la chaleur produite par un corps étranger. Comme le sauton serpent. L'homme a une chance sur 4 de survivre à une morsure. Ce rongeur, absolument aucune. Et puis, voilà, donc c'est un vipère qui est très rare à trouver, dont sa taille est impressionnante en fait. Et aussi, lorsqu'il y a des voyages de scientifiques qui viennent le chercher, hein, il faut être très très honnête, c'est un serpent très rare qui a un camouflage incroyable et qu'on pourrait trouver principalement au Corcovado, mais dans le reste du pays, il est plutôt difficile à trouver. Il faut en faire des kilomètres pour pouvoir les voir, en tout cas. Et voilà, passons à l'espèce suivante.
Voilà, vous connaissez la Terciopelo, j'imagine. Et je vous ai mis cette photo de l'Institut Clodomiro Picado pour juste vous faire allusion à comment notre pays est vraiment avancé et comment on produit justement des lentilles venin grâce à ceci. Mais parlons de cette espèce de vipère, votre asper ou à fer de lance centra-américain, qui a son nom justement asper qui vient du latin, ça veut dire aspero ou justement rugueux. On passe qu'il y a justement ces écailles qui font cette manière. Mais quand on les touche, il est assez doux, hein, donc il n'est pas très rugueux comparé au crapaud. Moi, j'en ai déjà eu à travailler avec, justement, devoir toucher ces animaux. J'ai dû les nourrir deux fois aussi, euh, justement, en lien avec mon travail. Mais je faisais très attention. Il faut vraiment faire ça lorsqu'on est professionnel et puis avoir beaucoup de respect pour cette espèce. Les adultes peuvent mesurer entre 2 à 2 mètres et demi presque de long, hein, donc c'est incroyable. Les femelles sont plus grandes que les mâles aussi. La tête triangulaire et pointue est connue comme fer de lance, et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça en français et en anglais aussi. Et puis, il faut se dire que c'est assez facile à reconnaître cette espèce parce que les écailles vont former comme une sorte de X. Et justement, c'est assez joli comme serpent. Là, je vous ai mis un adulte et puis un petit bébé avec l'œil. On voit aussi comment le serpent venimeuse ont justement une sorte de ligne qui traverse l'œil, tandis que le serpent venimeuse, des fois, on ne voit pas ceci. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques plus importantes que cela, par exemple la taille des écailles sur la tête, la tête triangulaire chez les vipères, et d'autres caractéristiques dont je ne rentrerai vraiment pas en détail, parce qu'il me faudrait des heures et des heures pour pouvoir vous expliquer. Je vous ai mis la photo de l'Institut Clodomiro Picado parce que c'est important. Pour moi, il faut se dire qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est les serpents terciopelo ou les fers-de-lance. C'est lui qui provoque les plus de 50% de morsures chez les travailleurs d'agriculture au Costa Rica. Mais c'est parce que c'est un serpent qui est très prolifère, très féconde, qui peut donner naissance à un nono petit. Et tout de suite, donc il naissent tout de suite donc ils ne passent pas par les stades d'un œuf, donc ils naissent directement comme ça. Et ceci explique justement pourquoi ils sont les serpents les plus abondants au Costa Rica. Mais bon, heureusement que nous avons un traitement efficace, les sérums antivénins. Chaque antivénin, il faut se dire que chaque antivénin doit être pour chaque espèce de serpent spécifique. Et c'est justement cette spécificité qui est la propriété, qui va dire la bonne qualité d'un antivénin. Au Costa Rica, on va créer justement, on le connaît en espagnol comme suelo antiofílico, c'est parce que c'est contre les sophoïdes, c'est-à-dire les serpents toxiques. Et comment est-ce qu'on va faire ceci? C'est justement produire des anticorps qui sont des protéines lymphocytes du système immunitaire. Donc on va l'injecter dans un animal, principalement à Clodomiro picado. Ils vont injecter le venin des serpents venimeuses dans des chevaux, pour des chevaux, et puis ces chevaux, ils vont produire justement en toute petite dose, donc on les injecte en toute petite dose, et eux, ils vont avoir des anticorps. Et après, ça va être extrait, puis ça va être stocké à moins de 70 degrés. Les mélanges immunisants du sérum antivénin, antivipéridier surtout, va justement pouvoir sauver des milliers de vies. Et on va aussi faire ça avec les Crotalus qu'on vient d'étudier. On va faire ça aussi avec d'autres serpents tels que les Bushmasters qu'on vient d'en parler. Et puis, le Costa Rica exporte même son antivenin, donc c'est incroyable. Puis nous avons le vipère à nez de cochon. J'adore celui-là. Il est tellement difficile à trouver parce qu'il y a un camouflage parfait. Ces couleurs lui permettent de se confondre dans les sols. Donc il est 100% terrestre. Il est très connu. C'est un serpent commun dans la litière des forêts. Et il est actif la journée et la nuit. Donc il faut faire attention. Surtout si vous allez à Salapiki, c'est un endroit où l'on trouve beaucoup de ces petits vipères à nez ou des Portidium nassatum. On les trouve au Costa Rica aussi, dans d'autres parties de la forêt humide et jusqu'aux 1000 mètres d'altitude. Très petits mais très toxiques ces coquins. Et puis nous avons les serpents corail d'Amérique centrale, les micro-rousses d'Amérique ou
les corails, on l'appelle Nigrosinthus, qui va mesurer peut-être jusqu'à 1 mètre. Il est tricolore, tel qu'on le voit, avec des anneaux qui vont être complets. Comme ça, on le différencie d'autres espèces non venimeuses. Et puis, il va avoir la coloration suivante. Il y a rouge, après il y a la couleur crème, après il y a le noir, après il y a le crème. C'est comme ça qu'on différencie ceci, celui-là d'autres serpents. On les voit dans les plaines, on les voit dans les endroits prémontagnards. Il aime bien aussi les pâturages. Et très toxique, mais qui va rarement se défendre. Puis nous avons les vipères des palmiers, aussi dans la famille des Botiaceae, donc cette fois c'est les Botiaceae lateralis, qui est un peu à devenir un serpent assez grand de 94 cm. Il est très très beau, mais très vert, donc des fois c'est rare de le voir. On peut être juste à côté, mais il a un camouflage parfait. Et on voit aussi justement cette fossette ou l'osette l'Oriel, donc son nez, les trous qu'il a, l'œil aussi. On peut voir à quel point il s'agit d'un serpent toxique, avec sa tête triangulaire également. Ils ont le principe qui les aide à se tenir sur les arbres. Ils sont d'un vert plutôt émeraude, des fois même bleu. C'est très très beau, avec des petites taches jaunes. Les petits sont plutôt sombres, donc c'est l'un des plus beaux pour moi. Puis nous avons les boa constricteurs qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. C'est une espèce de serpent de très grande taille, non venimeuse, qui peut atteindre 3 voire 4 mètres. Et c'est un serpent qui peut peser jusqu'à 30 kg. Donc les femelles sont plus grandes que les mâles, comme la majorité des reptiliens. Et il possède un corps très très fort, trop plus si on peut dire, qui se confond très bien dans les arbres, parce qu'il est un peu plutôt arboricole. Des fois, on le voit aussi par terre, et il est vraiment avec un camouflage parfait. Et ce sont des très bons nageurs. On dit que c'est semi-arboricole parce que une partie de sa vie dans les arbres, sur les arbres, et puis d'autres par terre. Donc, il aime bien les feuilles mortes, donc à quel point il peut justement se confondre. Des fois, on voit qu'il y a la tête qui sort. C'est très très beau comme serpent. Il est assez rapide au moment de l'attaque, mais très long au moment des déplacements, en tout cas, parce qu'il est assez lourd. Et il va chasser de manière différente. Il va suivre justement les traces olfactives des proies, puis il va chercher, puis il va attendre des fois juste comme d'autres serpents pour pouvoir chasser. Il est plutôt carnivore, il aime bien les mammifères, les reptiles, les oiseaux. C'est assez intéressant. Et il est ovovivipare, donc quand il va incuber ses œufs dans l'utérus de la femelle, et puis qui va les avoir pendant 5 ou 8 mois en tout cas. Et les petits vont être toutes petites, justement un peu recouvertes de cette membrane ovarienne. Et pendant la naissance, on a vu des femelles protéger ces petits. On dit aussi que la mère peut aider les petits à sortir de leur membrane. Donc c'est intéressant à voir. Et puis, passons maintenant au serpent liane à gueule noire. C'est l'Oxybelis aeneus. Il est assez grand. Donc tous ces serpents, je les ai vus. Quand j'avais le temps, j'avais le matériel et j'avais des spécialistes qui pouvaient m'accompagner. Je partais avec des personnes justement à la recherche des serpents, des reptiles. Celui-là, c'est l'un des plus impressionnants. Pas par rapport à son camouflage, mais aussi par rapport à sa bouche, à sa gueule, tout noir. C'est impressionnant. Ça fait penser aux mambas d'Afrique, en tout cas. Et il se nourrit des lézards, des grenouilles, et il est très beau. Mais on peut dire qu'il a une certaine toxicité, mais il n'est pas considéré comme dangereux. Donc il faut faire attention parce que sa morsure peut provoquer une sensation de démangeaison. Donc à ne pas toucher ces animaux si ce n'est pas fortement nécessaire. On a un autre Oxybelis que j'adore, je voulais juste comparer l'un et l'autre, c'est les serpents liens verts qui peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres, ainsi que celui qu'on vient de voir. Il aime bien les forêts primaires et secondaires, surtout là où tout est vert. Comme ça, il pourrait mieux s'y confondre. Et puis passer des heures et des heures à attendre ses proies. Et il est très très rapide. On les trouve au Salvador, en Nicaragua, en Colombie, au Costa Rica. Puis nous avons les chasseurs demi-deuil. En espagnol, on les connaît comme Nico Pararela, parce que c'est un oiseau. Désolé, ça c'est
il faudrait venir au français, donc la mica parallèle ou les chasseurs des mideuils, spi lotes spulato, c'est un serpent qui se nourrit des œufs et des œufs d'oiseaux qui montent bien haut pour aller chercher les petits œufs avant qu'ils s'éclosent. Bah, ils aiment bien manger aussi d'autres reptiles, d'autres serpents et puis des petits mammifères si nécessaire. Et puis il y a un autre serpent, pas celui-là, mais il y a un autre serpent dont Despilotes qui s'est nourri des fers de lance. Donc voilà comment est-ce qu'on peut maintenir l'équilibre. Et regardez la taille de ce serpent, il peut mesurer de presque 3 mètres. Et maintenant, passons aux caïmans, aux reptiles les plus grands que nous savons. Donc les caïmans Crocodilus peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. On les connaît comme les caïmans à lunettes. Il faut se dire que c'est pas un alligator, parce que des fois on me pose la question. Donc, oui, c'est dans la famille des alligatoridae, mais c'est pas un alligator. En tout cas, il fait partie justement des crocodiles ou des caïmans à taille moyenne. Et les adultes, ils peuvent peser jusqu'à 40 kg. Celui-là, il était assez petit, je l'ai trouvé, donc c'est une photo que j'ai prise, c'était très récemment, quand j'étais à Cayo Negro. Et moi, j'adore voir, je fais une petite blague à chaque fois que je suis avec des touristes, donc cette fois, j'étais avec mon épouse et ma famille, les parents de ma compagne aussi, et je disais, ah, regardez, vous devez chercher la langue des caïmans. Bah, ils n'ont pas de langue. Alors, je leur faisais cette sorte de blague, et puis ils passaient longtemps à regarder ce qui était très, très intéressant en tout cas. On dit qu'il y a une troisième et une quatrième dent qui est très élargie, et les dents de la mâchoire inférieure qui vont justement monter vers la mâchoire supérieure en tout cas. Il faut dire qu'il y a aussi un museau assez long, un museau assez prolongé, comparé aux crocodiles. Ils sont des animaux très, très calmes, qui peuvent se déplacer rapidement lorsqu'ils se sentent menacés, mais vraiment qui restent presque immobiles. Il aime bien se reposer sur les rives, il aime bien rester dans les parties dans l'eau, puis c'est un animal qui aime bien manger, en tout cas des poissons, des oiseaux si nécessaire, des amphibiens, des araignées, des myriapodes, d'autres reptiles, mais qui peut même, s'il n'y a rien d'autre, bah, manger des végétaux. Ça, c'est intéressant, ou même des fruits. Mais bon, il est plutôt carnivore, on va pas se mentir. Moi, ce que j'aime bien de ces animaux, c'est le fait qu'ils communiquent très bien, qu'ils vont avoir des vocalisations différentes. En tout cas, moi, je les ai entendus la nuit. Ça, j'aime beaucoup les entendre parce qu'ils sont plutôt nocturnes, et donc ils vont communiquer entre eux par la nuit. Puis, moi, j'aime bien aussi l'effet que les femelles protègent beaucoup, beaucoup les nids, qui vont faire un nid assez grand, des 40 cm, qui vont bien protéger le nid, qu'il ne soit pas inondé. Et puis voilà, on avait dit justement que dans ces animaux, la température était importante lorsque ils devaient pondre des œufs pour savoir s'il y avait à avoir des femelles ou des mâles. Donc ça, c'est intéressant. Quand il fait plus des 30 degrés, les caïmans vont devenir des femelles, et s'il fait moins, bah, ce serait plutôt justement des mâles, en tout cas. Alors, passons maintenant à une espèce plus grande, justement qu'on voit facilement dans les Tárcoles ou dans les Pacifiques du Costa Rica, c'est le crocodile américain, qui est l'un des derniers crocodiliens géants présents sur Terre. Après l'anaconda géant et après d'autres, les géants de l'Orénoque, cet animal est considéré comme l'un des plus grands de l'Amérique. On dit qu'on peut trouver des animaux, ça j'ai un peu exagéré, de 7,3 mètres, c'est les plus grands qu'on a jamais trouvés en Amérique, mais il mesure principalement 5 mètres. C'est rare de les voir plus grands que ça. Il possède un corps très massif, si vous les voyez, il est un peu moins mignon que les caïmans. Il a les pattes très très trapues comme ça, une longue queue, et il compte des dents qui sortent plutôt de sa bouche, mais seulement en face. Puis on a également un animal qui a des 26, 28 à 32 dents. Et puis on voit les grands écailles. Il n'est pas aussi fin que les caïmans, en tout cas, ça serait aussi facile à reconnaître grâce à cela. On les trouve principalement dans des marécages, dans des îlots. Puis
on peut dire que c'est un animal qui a presque disparu quand il était en dehors, surtout en dehors du Costa Rica. Chez nous, c'est plutôt parce qu'on a des habitats qui sont plutôt pollués, mais bon, c'est un animal qui peut tellement s'adapter que ceci ne fait pas vraiment grande différence. Il aime bien les fleuves, les lacs, les deltas, les estuaires, les marais, et on les trouve justement dans les estuaires. Donc faites attention lorsque vous allez dans les estuaires, que ce soit des Caraïbes ou principalement des Pacifiques, que vous devez traverser une rivière qui est au bord de la mer, bah là, on pourrait trouver facilement des crocodiles. Ils sont un peu plus agressifs au niveau du comportement que le caïman, donc il faut aussi faire attention à ça. Et ils chassent en embuscade, donc ils se font vraiment dans la terre, et puis on ne les voit pas, c'est intéressant, et après ils attaquent euh, assez fort. Moi j'adore les bruits qu'ils font pour attirer les femelles lors des moments de reproduction, c'est impressionnant, comme ils vont rugir justement, et puis des fois pour défendre leur territoire aussi, c'est intéressant. Et les femelles, attention, parce qu'elles défendent bien leur nid. Là, j'ai une petite vidéo à vous partager parce que je trouve très très intéressant ce qu'ils ont fait avec France 24 qui nous montre un autre visage du Costa Rica. On dit que le Costa Rica est un pays vert, mais regardez bien ce qui se passe un peu avec le brainwashing qu'on connaît, le greenwashing de notre pays. Malheureusement, la pollution de la vallée centrale finit dans la rivière de Tarcoles, et ceci a un lien avec les crocodiles. Très triste. C'est honteux lorsqu'on y va avec des touristes. On doit leur montrer ça des fois. Et je dois expliquer d'où ça vient. Es una zona súper contaminada, pero esto no ha afectado a las poblaciones de cocodrilos. Los cocodrilos, por sus capacidades evolutivas, por sus condiciones fisiológicas, tienen la capacidad de resistir bastante la contaminación. Como les cuento, evolutivamente ellos no han tenido que variar nada, y por sus capacidades de coagulación, por su capacidad de regeneración después de un accidente, ellos perfectamente pueden estar en este río a pesar de las condiciones de contaminación que tienen. Acá tratamos de limpiar, de recoger las llantas, de recoger plástico, pero nada sacamos aquí sacando toda esta basura si los de arriba siguen contaminando. Costa Rica se ha dedicado a la creación de leyes, a la creación de normativas, a la creación de decretos, a tratar de pensar que si volvemos todo normativo, así se resuelve el problema. Y la realidad es que la norma no va a resolver el problema. Esto tiene que cambiar básicamente a que son las personas con sus acciones, que es el mismo gobierno con sus disposiciones, con una creación de una verdadera política pública que vaya direccionada por completo a la protección de la vida silvestre. Donc voilà, puis je voulais juste vraiment vous partager ceci. Je trouve que c'est très très intéressant lorsqu'on parle justement du Costa Rica, à quel point ces 10 000 crocodiles doivent vivre un peu dans les poubelles. Hein. Donc c'est triste, mais c'est vrai, c'est aussi une autre manière de faire. La rivière Tarcolet, c'est un endroit merveilleux, mais qui est très riche. En faune, il y a des oiseaux incroyables, il y a des animaux incroyables, mais il faut faire attention à ce qu'on essaye de dire et de l'image qu'on veut donner. Hein. Donc il faut aussi dire la vérité lorsqu'on travaille dans le tourisme. On n'est pas que vert, on est aussi des pollueurs, et il faut quand même faire des avancées, il faut améliorer cette partie, en tout cas. Et passons maintenant à une autre espèce que j'apprécie énormément. C'est une espèce qui est très jolie. Il s'agit d'une tortue des rivières, qui est très très belle. Donc elle s'appelle la Trachémis mésoaméricaine.
ou Trachemys venusta, qui fait 48 cm. Elle est assez commune dans les rivières du Costa Rica et moi j'aime bien les voir. Justement, lorsque je fais soit du kayak ou que je fais des activités dont je prends des bateaux avec des clients, des fois quand on doit se rendre soit à Tortuguero ou à Corcovado, bah, on les voit justement dans la mangrove et c'est des tortues qui aiment bien. Et puis, euh, justement, ce qui est intéressant à savoir pour cette espèce des tortues justement mésoaméricaines, il faut se dire que c'est une tortue assez calme mais assez timide, hein. Il ne faut pas la confondre avec la tortue des Florides qui est plutôt invasive. Non, non, celle-ci elle n'est pas invasive. Il s'agit des tortues grégaires qui aiment se prélasser sur des rondins et sur des rochers, sur des arbres. Donc cette photo, je prise sur un arbre. Justement, lorsque je faisais du kayak, c'était à Cahuita. Donc voilà. Et puis, ce sont des tortues qui vont se nourrir des plantes, des algues, des poissons, pas des poissons, mais des poissons, des insectes, des escargots, des grenouilles. Et celle-ci, quand elle va pondre, quand elle va se reproduire, elle aime bien creuser un trou sur les sols et y déposer des 5 à 30 œufs, à 30 œufs. Et la température va justement déterminer le sexe, comme on a dit. Donc, si c'est inférieur à 28, il n'y aura que des mâles. Si c'est plus de 30 degrés, bah, il y aura un mélange entre mâle et femelle. Bon, si c'est entre 28 et 30, il y aura mâle et femelle. Et si c'est plus que 30, bah, c'est que des femelles. Donc voilà. Et le bébé, ils ne vont pas recevoir le soin parental comme chez d'autres reptiles. Après, nous savons la tortue à loutre. Parlons principalement en général de ce qui est les tortues. Comme les tortues des rivières, les tortues marines sont des créatures extrêmement fascinantes pour les écosystèmes plutôt marins. Nous savons justement dans ces groupes D et Chelonidae, c'est un groupe qui a une biologie unique. Et là, ils ont un corps aérodynamique, recouvert d'une carapace pour la majorité, sauf celle-ci, un Dermochelys coleacea. Elle a une carapace qui n'est pas dure comme les autres. En tout cas, ce sont des animaux migrateurs qui parcourent des très longues distances entre les zones d'alimentation et les plages de nidification. C'est pour ça que nous avons les Arribadas chez nous. C'est des tortues qui vont avoir une longue longévité, qui vont vivre jusqu'à 50 ans. Ça dépend justement de chaque espèce, et plutôt à l'état sauvage aussi. Tout le long de leur vie, elles vont jouer des rôles cruciaux dans le maintien de la santé des écosystèmes marins. Et c'est pour ça qu'on essaye de les protéger chez nous. Par exemple, les tortues vertes, celle-ci. Ça, c'est pas mes photos, hein, ni celle-ci non plus. Donc la tortue verte, ici, celles-ci vont se nourrir des herbiers marins, qui est justement vital pour les prairies marines, un peu comme les jardins de la mer. En tout cas, ce sont des jardiniers des océans, et ça va être très important pour le stockage du carbone et de la production de l'érosion côtière. Le Costa Rica, en tout cas, est connu au monde entier, car il s'agit d'un site critique pour les tortues marines, surtout pour celle-ci, la tortue loutre, la tortue verte, et il y a une autre tortue qui est importante, qui est connue comme la tortue imbriquée en français. Les côtes du pays, telles que Tortuguero des Caraïbes, on a la péninsule de Nicoya dans les Pacifiques, sont reconnues au niveau mondial pour ceci. Nous savons chaque espèce avec des caractéristiques spécifiques et besoins spécifiques. C'est pour ça que quand on parle de la tortue lutte et la tortue verte, on peut dire que ce sont des très grands animaux, des grandes tailles. Donc vous voyez que la tortue lutte mesure entre presque 2 mètres. Donc c'est incroyable. Et ce sont des espèces classées comme vulnérables. C'est une espèce qui va préférer les plages très reculées, très sombres. Et c'est pour ça que, bon, en tout cas, ce ne sont pas mes photos, parce qu'on ne peut pas les photographier dans la nature, c'est très rare qu'on puisse les voir. Des fois, on essaye d'aller les voir avec des touristes, on peut passer des nuits et des nuits entières sans que cette tortue ait l'envie de pondre des œufs sur nos côtes. Donc ça peut arriver qu'il y a des touristes qui s'inscrivent dans une balade de nuit pour l'observer, mais il faut être très clair que c'est des animaux très sensibles au bruit, très sensibles à la lumière, très sensibles aux perturbations, donc qu'il faudra les respecter. Il y a un parc qui s'appelle, cette tortue elle est connue en espagnol comme Tortuga Baula. Il y a un parc qui a son nom parce que c'est un endroit de nidification important. Et ces tortues viennent
dans les mois d'octobre, mars, et puis ils vont venir tous les 3 ans à déposer leurs œufs, donc c'est tous les 2, les 3 ans, donc c'est pas tous les années qu'on peut les voir, en tout cas. Elle peut peser des 300 jusqu'à 900 kilos, donc imaginez-vous la taille de cette espèce, de ce reptile. Okay. Et puis, ce qui concerne la Chelonia midas, ou la tortue verte, elle est connue par ses carapaces de couleur plutôt olive, qui est classée aussi en danger justement d'extinction. Costa Rica est un pays très important pour la conservation de cette espèce, surtout les parcs nationaux Tortuguero, qui portent son nom grâce aux arrivadas des tortues qui vont se reproduire là-bas. On a justement des grandes colonies de nidification, la plus importante de l'Atlantique occidental, dans cette région. Et normalement, c'est une tortue qui va venir vers la côte Caraïbe de juin à octobre, quand elle va se reproduire. Et puis, il y a des pics, plutôt en juillet et août. Ces espèces, justement, lorsqu'elles réalisent les arrivadas, c'est des événements, des reproductions massives, où des milliers et des milliers de tortues arrivent pour se reproduire pendant quelques jours à peine consécutifs. On est aussi au Pacifique. Dans le Pacifique, il y a la plage Ostional. C'est un endroit où la tortue lutte et aussi la tortue verte se reproduisent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on puisse utiliser les œufs de ces tortues pour l'économie locale, mais tout en restant très respectueux. On peut s'y nourrir, on peut acheter, mais parce qu'il y a un programme et un suivi par les biologistes de celles-ci. Passons maintenant aux iguanes. Les iguanes vertes ont élu comme domicile des sous-bois. Ils aiment bien les arbres, les mangroves, les zones côtières. Ils sont connus par la longue queue, donc c'est des iguanes qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres. Ici, nous avons en face juste 2 mâles, donc un avec la couleur reproductive orange et l'autre avec la couleur normale, en dehors de la saison reproductive. Ils aiment bien, ils font des fainéants sur les arbres. En fait, ils sont pas très actifs des fois, juste s'ils bougent la tête un peu pour attirer les femelles, mais ils adorent les insectes, mais c'est principalement des animaux herbivores. En tout cas, c'est des excellents grimpeurs, et ils s'étaient menacés parce qu'avant, il y avait une partie de la population qui les mangeait, mais maintenant, on essaie de les respecter au maximum. C'est des animaux incroyables, des grandes tailles. Pour moi, c'est comme des dinosaures du passé qui gardent encore quelques caractéristiques. Et puis passons à notre iguane. Moi, je la connais en espagnol comme gallina de palo, qu'on connaît comme l'iguane à queue épineuse, Xenosaura similis. Et justement, parce qu'on les mangeait, c'était une source de viande facilement accessible. J'en ai eu l'opportunité de manger dans les passés, mais plutôt du côté de Nicaragua, où ils les chassent encore. Heureusement que l'iguane verte et l'iguane à queue épineuse deviennent des intérêts touristiques. Donc on commence à les protéger pour pouvoir avoir le plus de touristes qui prêtent attention à cette espèce. Et on les trouve plutôt dans les Guanacaste ou dans les régions plutôt sèches. Il est plutôt gris foncé, donc des fois ça se confond dans les arbres. C'est très, très joli comme iguane, très beau. Et l'un de mes préférés, les basiliques verts. Cette photo, j'ai prise, donc l'autre c'était à Guanacaste et celle-ci c'était à Caño Negro. J'avais pris justement un bateau avec une guide qui pouvait partager ses connaissances avec moi, et puis j'ai pris ces bateaux comme interprète, donc la personne parlait espagnol, moi j'ai parlé à ma famille, à ma belle famille justement, qui parlait français, donc je devais traduire, mais on a eu tellement de chance, on a vu tellement de choses ces jours-là que c'était incroyable. Et on a eu l'opportunité de voir le tsar, ou ces basiliques, cette iguane, famille Basiliscus plumifrons, en train de courir sur l'eau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'iguane Jésus-Christ, parce qu'il y a la capacité de courir sur l'eau des distances de 10 à 20 mètres. Donc ça, c'était impressionnant. J'avais vraiment à cœur de montrer ça à ma famille, à mon épouse et à ses parents. Donc j'ai eu l'opportunité de les voir. C'était génial. En tout cas, c'était hyper, hyper rapide. Peut-être que Voilà, celui-là aussi, on l'a vu faire la même chose, donc les basiliscus, les lézards de Jésus-Christ ou les Jésus-Christ bruns, donc les deux, on les connaît comme les lézards de Jésus-Christ parce que les deux peuvent traverser l'eau. Donc je vous montre comment ils font.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, justement des l'iguane Jésus-Christ ou de Basiliscus et aussi des Basiliscus verts. Justement, vous voyez, c'est des animaux qui peuvent courir sur l'eau parce qu'ils courent à une vitesse d'environ 11 km le plus rapidement possible. Ceci va créer de l'air et l'air, ils vont avoir avec leurs pattes, ils vont pas détruire les bulles d'air qu'ils vont faire, mais ils vont presque flotter. Donc voilà pourquoi on les connaît comme le sucré. Maintenant, parlons du lézard épineux malachite, qui n'est pas si commun. On le trouve vraiment à partir de 1500 mètres, plutôt dans les parties les plus hautes et les plus froides de notre pays. On les voit par exemple à Cartago, dans les Cerros de la Muerte ou d'autres régions. Moi, je les trouve comme un lézard très imposant et très joli. Il fait que 18 cm, mais regardez la couleur qu'il peut posséder. Donc des fois, il s'est mis sur les troncs, comme ça, justement, pour montrer un peu sa gorge, hein, parce que les femelles n'ont pas autant de couleurs, c'est plutôt les mâles qui vont se faire les beaux, comme toujours, pour attirer les femelles. Donc voilà, c'est des animaux superbes. Et il aime bien se lever très tôt les matins. Celui-là, on le voit tôt les matins. Il aime bien passer justement la journée à prélasser un peu au soleil. Et ce sont des jolis lézards. Justement, il est ovipare et donne naissance à 15 petits, hein, justement par année. Et je finis justement avec la fiesta, c'est-à-dire, on la connaît en espagnol comme Tirvala, c'est une ameiva festiva ou Olcosus festiva. Avant, elle s'appelait ameiva festiva, ameiva d'Amérique centrale. Les ameivas sont des lézards impressionnants. Ça, c'est un mâle, la femelle elle est plutôt brune, on ne voit pas cette couleur, le mâle est beaucoup plus petit, la femelle est beaucoup plus grande, mais moins colorée, moins belle. Et on dit justement le nom Festivus, parce que c'est comme un festival de couleurs qu'on peut voir. C'est une créature très intrigante et qui va avoir des comportements écologiques très importants. Et c'est un animal qui va grimper avec facilité et qui peuvent être assez agressifs lorsqu'on s'approche de son niche écologique. Donc c'est important. Puis il aime bien les vertébrés, les invertébrés, notamment les coléoptères, les araignées, les chenilles, ça il adore. Les moustiques aussi, donc il a un appétit vorace et il cherche à se nourrir tout le temps. Et voilà, vous êtes devenus des experts avec cette initiation à l'herpétologie. Je vous dis bravo, vraiment bravo à vous. Je vous remercie de votre soutien, de votre attention. Profitez bien de ces cours ou des panoramas de tourisme pour apprendre énormément des choses. Et je vous ai créé du matériel que vous allez voir tout à la suite. Donc j'espère qu'on le partagera avec vous, où vous allez trouver tous les noms des espèces non scientifiques, non communs. Je vous dis merci.